suite, on va faire les deux, mais commence par celle qui t'inspire le plus. Ouais, celle-là. Celle-là? Ouais, celle-là. Alors, je trouve la photo un peu bizarre parce qu'en bas, il y a une dame. Je sais pas si elle a peur ou elle rigole. Il y a aussi un avion en haut dans le ciel. Il a l'air de voler très très bas. Et en bas, il y a des gens. En fait, on est à la plage. Et dans l'eau, il y a des gens. Alors, il y a des dames et des messieurs. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la plage. Hein, parce qu'il y a des gens assis et des gens debout. Et beaucoup prennent l'avion en photo. Est-ce qu'elle te paraît impressionnante, cette photo? Non, pas vraiment. Est-ce qu'elle te donne envie de rêver, de voyager? Est-ce que cette dame, elle te ferait plutôt peur parce qu'elle est franchement laide? Ou alors tu la trouves plutôt rigolote? Alors la photo me fait pas vraiment rêver. Hein. Il y a beaucoup trop de monde sur la plage. Et puis la dame, je sais pas, vu sa tête bizarre, je sais pas dire si elle est moche ou elle est belle. En tout cas, elle est vraiment très bizarre. Olivier Kuhlmann, vous êtes photographe, vous êtes aussi commissaire de l'exposition Selfie, Ego, Ego. Et l'image que vient de décrire Lison est dans cette exposition à la Villa Perrochon à Niort, où nous sommes. Pensez-vous que Lison a dit des choses importantes à propos de cette image? Est-ce qu'elle a tout vu? Est-ce qu'elle a tout lu? En tout cas, elle l'a regardé en détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'a pas vu comme un selfie. En tout cas, elle n'a pas prononcé le mot selfie. Il y a quelque chose que j'aime bien à la fin où elle parle de cette personne donc, qui est sur la photo en disant « je ne sais pas très bien si elle est moche ou si elle est belle ». En gros, c'est ce qu'elle dit. Et c'est donc une série de Michelle Liu, qui est une artiste américaine et qui se photographie, qui se joue du selfie en se photographiant volontairement avec une sorte de double menton comme ça en bas de l'image. Donc effectivement, Michelle Liu n'est pas du tout moche, mais dans tous ses selfies, elle devient moche et elle se joue de ça, quoi. Donc ça, elle l'a bien capté. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est souvent ce que font les enfants, de voir à quel point elle rentre dans des tas de petits détails de l'image et qui vont au-delà de la personne qui est au premier plan, qui est généralement le sujet du selfie. C'est important aussi d'aller voir dans les détails, non? Oui, c'est important. Quand on regarde une image. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est généralement quelque chose que font davantage les enfants qui regardent l'image dans son ensemble que peut-être les adultes qui ont l'habitude de regarder une image de façon peut-être plus directe et qui ne vont voir que le premier plan du selfie qui est entre guillemets le sujet d'un selfie qui n'a pas velléité à être une image construite avec un second plan qui serait pensé. Alors, je suis en train de regarder, tout en vous écoutant, le décor. On est dans un des salons de la Villa Perrochon. Racontez-nous votre lien avec la Villa Perrochon. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici et que vous exposez ici. Oui, alors en effet, j'avais exposé à la Villa Perrochon en 2016 dans le cadre des résidences de photographes que j'avais encadrées à cette époque-là. Et donc, je connais cet endroit pour y avoir déjà exposé. Et c'est de nouveau ici que va être donc l'exposition sur le selfie. Mais qu'aviez-vous exposé? Juste pour connaître un peu pas votre parcours, mais en tout cas les travaux qui vous sont chers en photographie. Bien sûr, alors c'était une sorte, j'aime pas trop ce terme, mais de rétrospective, c'est-à-dire que j'avais un certain nombre de travaux ici. J'avais mon travail réalisé en Inde qui s'appelle The Others, qui était donc dans l'étage du dessous. Et ici, on avait choisi d'exposer mon travail Watching TV, donc sur les gens qui regardent la télévision, cet endroit étant une ancienne habitation. Ce qui est intéressant aussi à la Villa Perrochon, c'est que l'exposition, elle commence dans le jardin. Et si je me souviens bien, déjà, sur les murs du jardin de la Villa Perrochon, il y avait d'autres travaux? Oui, il y avait le travail réalisé après le 11 septembre à New York, donc, que j'avais fait donc, en 2001-2002, où on voyait les gens qui venaient autour des ruines du World Trade Center pour regarder. Et donc c'était une sorte de contre-champ, un peu comme on travaillait sur la télévision qui était donc à cet étage, de contre-champ sur cet événement qu'on a tous connu, et donc qui étaient des regardeurs, et donc qui regardaient dans ce jardin les gens en train de passer pour venir voir le reste des expositions.
Quand est-ce que vous êtes arrivé dans ce monde de l'image, Olivier Kuhlmann? Alors le monde de l'image est vaste parce qu'il y a celui de la photographie, mais c'est un monde qui est plus vaste. Moi j'ai grandi avec pas mal d'images, beaucoup de bandes dessinées quand j'étais plus jeune, beaucoup de cinéma aussi, et puis pas mal de photographie. J'ai un père qui était un passionné de photo, amateur mais passionné de photo, qui m'a mis un appareil photo dans les mains assez jeune, et donc j'ai grandi conjointement avec ces trois disciplines d'image. Et puis après j'ai opté pour la photographie dont j'ai fait mon métier au début des années 90. Vous avez fait ce métier de photographe en gagnant votre vie, je l'espère, mais de quelle façon? Pour la presse, pour le corporate, etc. Alors, comme beaucoup de photographes de ma génération, j'ai effectivement commencé avec la presse, qui était très active encore à ce moment-là, ce qui peut encore m'arriver, mais de façon beaucoup plus occasionnelle qu'à l'époque. Et puis, petit à petit, le champ s'est élargi. Il y a effectivement, comme vous dites, du corporate, qui sont donc des travaux pour des entreprises, mais aussi des choses beaucoup plus culturelles, et notamment aussi beaucoup d'expositions, des livres, et puis au-delà de mon travail de commande, moi j'ai toujours alterné entre un travail plus personnel et un travail de commande, donc que j'ai mené conjointement, l'un servant l'autre, et puis le travail personnel pouvant après donner lieu à des publications, notamment dans la presse par exemple. Et chose importante, vous appartenez à un collectif de photographes qui s'appelle Tendance Floue, qui aura d'ailleurs 30 ans en 2021. Quelle est la particularité de ce collectif? Ça n'est pas la même chose qu'une agence, un collectif. Non, pas du tout. Alors même si ça peut avoir même si ça peut être un outil de diffusion comme pour une agence, la particularité spécifique de Tendance Floue est d'être, donc, comme vous l'avez dit, un collectif et de défendre, au-delà des travaux et des projets individuels de chaque photographe, des productions collectives. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup à Tendance Floue depuis toujours. Et donc on fait très très régulièrement des projets qui nous mènent tous, soit tous dans un même pays par exemple, ou soit qui nous mènent à travailler tous sur une même thématique ou sur un même projet. Alors il y a des tas de formes différentes, et ces projets donnant lieu eux aussi généralement à une publication, donc à un livre, à une exposition, et parfois même un film, une vidéo. Enfin voilà, donc c'est des projets qui sont en général assez complets et qui nous prennent pas mal de temps au-delà de nos travaux de commande. Appartenir à un tel collectif, est-ce que ça permet aussi d'apprendre à être un regardeur en allant voir les travaux des autres, en les critiquant? Je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre éducation, la bande dessinée, le cinéma. Comment, d'après vous, quand on est enfant, puisque tout à l'heure on a entendu la voix de Lison, on apprend à regarder une image? C'est assez mystérieux la lecture d'une image. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à recevoir une image, à pouvoir en comprendre la construction. Je ne sais pas si ça s'apprend. En tout cas, c'est une histoire d'attention et de regard. Moi, ce que j'aime beaucoup chez les photographes, c'est quand ils observent et que leur regard propose une vision particulière du monde. Je vais sortir une évidence, mais la photographie ne montre pas le réel, elle n'en montre qu'une interprétation à travers le regard subjectif d'un photographe. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, quel que soit le regard du photographe. Et plus le regard du photographe va me surprendre, plus s'il me montre par exemple quelque chose que je connais, plus ça va me surprendre d'en voir une vision spécifique et particulière. Après, est-ce que ça s'apprend? Je ne sais pas, je pense que c'est une question, encore une fois, d'attention et d'attention sur le monde. Alors, on est dans cette exposition, donc ici à la Villa Perrochon, Selfie, Ego Ego. C'est Fanny Dupéché, la directrice artistique du festival Portrait à Vichy, qui vous a proposé de créer cette exposition. Donc vous êtes le commissaire. Pourquoi a-t-elle pensé à vous, Fanny Dupéché? Alors, peut-être qu'il faudrait lui demander, mais je pense que d'abord on se connaît depuis assez longtemps, on a collaboré sur différents projets. Fanny Dupéché connaît mon goût pour l'image. Au-delà de mon travail de photographe, je m'intéresse beaucoup à la façon dont les images et les photographies se construisent d'une façon générale. J'ai
fait, lors d'un projet collectif de Tendance Floue, justement une série de selfies en 2014 en Corée. Donc on avait un projet sur la Corée du Sud tous ensemble, et je me suis amusé à jouer le selfie touristique. Donc je me suis grimé dans une sorte de personnage, et avec ces fameuses perches à selfie qui étaient très courues à l'époque, j'ai fait une sorte de visite de la ville de Séoul à travers ce mode opératoire qui est celui du selfie, et qui m'a beaucoup interrogé parce que à un moment donné, la photographie, qui était jusqu'à maintenant dirigée comme l'œil de soi vers les autres, tout à coup s'est retournée. C'est-à-dire que auparavant, vous parliez du travail que j'ai fait à New York, par exemple, après le 11 septembre, les gens venaient, faisaient beaucoup de photos, mais faisaient beaucoup de photos du site de Ground Zero qui était désert. Or, soudainement, l'appareil s'est retourné, et maintenant les gens, lorsqu'ils voyagent, ou même dans leur quotidien, se photographient eux-mêmes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, au départ qui m'a interrogé aussi sur ce côté égocentrique et nombriliste que peut-être peuvent avoir les gens aujourd'hui, et je me suis pas mal questionné là-dessus, et donc j'ai fait ce travail en 2014 à Séoul. Et puis, lorsque j'ai commencé ce commissariat et que je me suis plongé donc, de façon beaucoup plus approfondie dans cet univers du selfie, et puis j'ai lu un certain nombre de choses, les écrits d'André Gunther notamment, et j'ai compris que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une volonté de se montrer soi-même, comme si tout d'un coup les gens étaient devenus individualistes et ultra égocentriques. C'est autre chose. C'est-à-dire que le selfie est en réalité un moyen de communication vers l'autre. C'est dans sa définition, c'est un autoportrait destiné à être envoyé à autrui, à quelqu'un. Donc ça peut être une personne par un message, par exemple, ou à une multitude de personnes par les réseaux sociaux. Et donc, lorsque quelqu'un fait un selfie, ça n'a pas velléité à être une photographie au sens d'une belle image. C'est juste une image qui doit être accessible à l'autre pour que éventuellement cette autre personne vous réponde potentiellement par une autre image. Donc c'est, et ça c'est André Gunther qui fait cette comparaison, on pourrait comparer ça entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire que la photographie serait de l'ordre de l'écrit, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, qui est construit, et le selfie serait de l'ordre de la parole, donc du spontané, qui peut être, et même qui doit ne pas être parfait, qui doit être un petit peu bancal en fait. C'est ce qui permet à l'autre de le recevoir de façon beaucoup plus facile. Donc on classerait le selfie dans la catégorie image. Oui. Et non pas photographie. On pourrait. Après, moi, personnellement, je le trouve aussi intéressant qu'une photographie, parce qu'il raconte sur notre monde, sur notre époque, sur les gens. C'est-à-dire que moi, je me pose souvent, je me dis souvent que si j'étais quelqu'un du futur, dans un siècle ou deux, comment je comprendrais notre époque à travers les photographies qui en ont été faites, à travers les images qui en ont été faites. Et je pense que le selfie, les selfies qui resteront, donneront autant d'informations sur notre époque que des travaux photographiques, peut-être photojournalistiques ou documentaires plus élaborés. Donc le selfie s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la photographie. C'est le temps présent, le selfie. Oui, c'est la spontanéité, c'est le temps présent. Alors après, est-ce que c'est une photographie ou une image? J'ai envie de dire que ça m'est égal en fait. Mais en tout cas, ça m'intéresse énormément. On revient 2 secondes sur le titre « Ego, ego ». Alors le premier « ego » renvoie à notre société totalement individualiste, EGO, et le deuxième c'est EGAUX. Qu'est-ce que ça veut dire, cet ego-là? Bien sûr, alors bon, ego, effectivement, l'ego, et c'est comme on disait tout à l'heure, le côté potentiellement égocentrique du selfie, et puis l'autre ego, donc de égal, on est tous égaux, vient aussi de cette idée que, au fur et à mesure de son histoire, la photographie s'est démocratisée. C'est-à-dire qu'au départ, c'était quelque chose qui coûtait cher, qui était compliqué, il fallait avoir une certaine connaissance, un savoir, un apprentissage pour faire une photo. Et puis il y a eu l'époque, après, clic-clac, merci Kodak, qui a démocratisé la photo, qui l'a rendue accessible à un plus grand nombre de gens. Et puis aujourd'hui, à travers donc notamment les téléphones portables, les téléphones appareils photo, a permis à un beaucoup plus grand nombre, alors sans doute pas à tout le monde, mais en tout cas
cas une grande majorité des habitants de la planète, de faire des selfies et donc de s'approprier ce savoir-faire. Donc d'une certaine façon, c'est encore plus démocratisé et l'a rendu accessible à tous. Et puis après, il y a une autre notion qui a pu s'ajouter à ça, c'est que les gens aiment bien, par exemple, faire des selfies avec des stars ou avec des hommes politiques, ou d'une certaine façon, créer un lien avec ces gens. Et pour ces stars et ces hommes politiques, il y a aujourd'hui presque l'obligation de devoir faire des selfies pour pouvoir montrer qu'on est proche des gens, proche de monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai que ça scinde la photographie, et notamment pour ces personnalités publiques, en deux parties. Une photographie beaucoup plus officielle, faite par un photographe professionnel, qui va être très élaborée, et par ailleurs la nécessité de faire des selfies pour montrer qu'on est accessible, qu'on est proche des gens. Un homme politique, par exemple, qui ne ferait que des photos officielles, mais qui n'aurait jamais un selfie avec les gens, parce que je pense que la plupart d'entre eux n'ont que faire de ces photos au départ et n'ont pas forcément envie de les faire, un homme politique qui ne le ferait pas serait isolé et serait considéré comme un homme politique qui n'est pas relié au peuple. Alors, dans l'exposition, il s'agit d'une exposition de selfies. Il y a des gens comme, pas vous, mais moi, par exemple, qui font des selfies. Ces selfies sont exposés. Puis il y a aussi des artistes qui utilisent le selfie pour créer. Qu'est-ce que vous avez découvert en confrontant ces deux approches, la pratique sociale et la pratique artistique? Alors, il y a deux choses. Alors, d'abord, dans le début de votre question, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est une exposition de selfie. Donc, ça n'est pas seulement une exposition sur le selfie. Il y a eu précédemment des expositions sur le selfie qui peuvent montrer, par exemple, des gens en train de faire des selfies, qui seraient photographiés par une tierce personne. Moi, j'ai pris ce parti de ne montrer dans l'exposition que des selfies. Donc, des vrais selfies, c'est-à-dire la photo elle-même faite par les gens en tant que selfie, et puis aussi cette idée que le selfie, alors le mot selfie a été inventé en 2002 par un jeune Australien qui, après une soirée arrosée, a fait donc un selfie, un autoportrait de lui, pour le transmettre sur les réseaux sociaux à des médecins pour savoir si il s'était ouvert la lèvre et en fait il voulait savoir s'il y avait un problème ou pas par rapport à ça. Donc il a utilisé le mot selfie, qui est une sorte de condensation, comme on fait souvent en Australie, entre self-portrait et photographie. Donc il a contracté les deux mots et après la pratique s'est développée plus tard, comme on disait, avec les téléphones portables. Puis le mot est rentré dans le dictionnaire, je crois, en 2013 ou quelque chose comme ça. Cette pratique, je n'ai pas voulu aller en amont de cette pratique du selfie, qui est encore une fois un autoportrait destiné à être envoyé à d'autres personnes. Je n'ai pas voulu montrer d'autoportraits qui auraient été réalisés, par exemple, au XXe siècle ou au XIXe siècle. Un selfie n'est pas seulement un autoportrait. Ça, c'était assez important. J'en ai oublié la suite de votre question, pardon. Ma question était, en vous plongeant dans cet univers des selfies et en remarquant qu'il y avait aussi bien dans les selfies des pratiques sociales, de tout à chacun, moi par exemple, et aussi des pratiques artistiques de créateurs qui s'emparent du selfie. Qu'est-ce que vous avez découvert de fascinant ou de perturbant ? Alors, ce qui m'a intéressé effectivement dans l'exposition, c'est d'avoir d'abord des selfies faits par un public très large, général, qui ne sont pas forcément ni des photographes ni des artistes. Et puis, en cherchant, je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'auteurs, artistes, avaient fait des séries de selfies, mais généralement pour parler du selfie. Donc ce sont des gens qui se sont emparés de ce mode opératoire pour questionner cette pratique. Ce que j'avais fait aussi à Séoul avec la série Séoulfi. Donc dans l'exposition, effectivement, il y a des chapitres, donc il y a 22 chapitres dans l'exposition. Certains chapitres sont faits par des auteurs, artistes, et puis d'autres chapitres sont soit des séries complètes d'un amateur qui a pu développer une série particulière, soit des mélanges, des patchworks de types de selfies réalisés par des gens complètement différents. Et en cherchant
pour ce projet d'exposition, je me suis rendu compte qu'au-delà du selfie assez standard qu'on connaît tous, quelqu'un pendant ses vacances ou quelqu'un devant un monument, il y a des selfies extrêmement particuliers, moi dont j'ignorais complètement l'existence, des types de selfies qui sont alors parfois complètement loufoques. Par exemple, il y a ce qui a été nommé Olympic Selfie, qui est une personne un jour qui s'est mis à faire une sorte de mise en scène complètement extravagante dans sa salle de bain. Donc qui est là, est un selfie, ce qu'on appelle un selfie miroir, c'est-à-dire qu'il se photographie dans le miroir de sa salle de bain, et il a lancé comme ça une espèce de mouvement qui s'est développé sur les réseaux sociaux, où les gens surenchérissent en faisant des trucs complètement dingues dans leur salle de bain. Ils sautent en l'air, ils mettent leur matelas à la verticale, ils font semblant de dormir, ils se recouvrent de mousse à raser, enfin voilà, c'est à qui fera le truc le plus incroyable. Il y a comme ça plusieurs catégories comme ça qui sont complètement extravagantes. Par ailleurs, j'ai voulu aussi qu'on regroupe, enfin qu'on retrouve dans l'exposition les différentes approches du selfie. Les trois principales étant le selfie où l'appareil est retourné vers soi-même et où maintenant, donc depuis maintenant plusieurs années, on voit l'image sur l'écran et l'objectif est du même côté de l'écran. L'autre selfie étant où on utilise l'objectif inverse, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté de l'écran pour photographier une partie de son corps, par exemple ses pieds. Et le troisième étant, comme je le disais à l'instant, le selfie miroir, où on se photographie dans un miroir. Les selfies n'ont pas du tout pour vocation d'être accrochés dans une salle d'exposition, d'avoir un tirage. Hein. C'est sur notre portable, sur les réseaux sociaux. Vous avez donc décidé de créer cette exposition, vous êtes le commissaire et donc vous avez fait des tirages, ils sont accrochés ici à la Villa Perrochon. Qu'est-ce que vous questionnez avec ce phénomène-là d'accrocher ces selfies? D'accord, ils ne sont pas encadrés, mais ils sont quand même là et dans tout l'espace de la Villa Perrochon. Alors oui, effectivement, pour le principe par rapport à ça, on a pris le parti de ne pas encadrer les selfies, donc les photographies au mur ou les images au mur, mais d'encadrer les textes. Donc on a inversé le processus habituel pour faire une sorte de clin d'œil par rapport au statut du selfie. C'est vrai que beaucoup de selfies sont diffusés sur les réseaux sociaux notamment, sur Internet, donc beaucoup de selfies n'ont jamais existé en tant qu'image matérielle, c'est-à-dire qu'ils ont été faits sur un téléphone, ils ont été publiés, transmis par Internet, et pour la plupart d'entre eux, ils n'existeront jamais de façon matérielle et probablement ils disparaîtront. Parce qu'à un moment donné, les gens vont les effacer, parce qu'ils partent dans les méandres des réseaux sociaux et ils vont disparaître dans cet océan d'images. Donc c'est là aussi où encore c'est intéressant par rapport au statut de la photographie, c'est que la photographie a pour but de garder une trace de quelque chose, d'un événement, d'une époque, d'une personne. Là où le selfie n'a pas ce but-là. Le selfie, encore une fois, c'est un moyen de communication, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va rester. D'ailleurs, il y a des applications comme Snapchat où l'image existe puis disparaît. Et le selfie est un peu de cet ordre-là. Et en tirant des selfies en tirage, en les rendant matériels, c'était aussi d'une certaine façon de faire une photographie de ces selfies à un instant T, donc on va dire aujourd'hui en 2020, pour faire une sorte d'arrêt et de se poser un moment pour réfléchir à qu'est-ce que sont ces images. Aujourd'hui, le selfie, c'est la plus grosse production d'images, c'est la catégorie la plus photographiée au monde, donc c'est énorme. Donc tout d'un coup, de se dire, voilà, donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte sur notre époque? C'était intéressant à un moment donné de se poser, et donc voilà, de les poser au mur, et ça leur donne effectivement un statut particulier qui peut surprendre le public au départ. Quand on a ouvert l'exposition à Vichy, il y a des gens qui se disaient, mais une exposition sur le selfie, pourquoi en fait? Pourquoi on fait ça, quoi? Et puis après, en rentrant dans l'exposition, ils ont compris quel pouvait être l'intérêt, historique c'est peut-être un grand terme, mais à un moment donné, de les regarder, de prendre le temps, d'essayer de comprendre quel est ce phénomène. Pensez-vous que le selfie a un avenir? À savoir, est-ce qu'on va se lasser de cette pratique un jour? C'est très difficile de savoir. Oui, c'est très difficile de savoir. Il évolue, il y a des pratiques qui se développent, il y a des choses nouvelles, même depuis que j'ai fait l'exposition, il y a sans arrêt des nouvelles pratiques. Après, est-ce que ça va perdurer? C'est très très difficile de le savoir. Olivier Kuhlmann, vous êtes photographe, vous êtes auteur, là vous êtes commissaire.
Allez-vous retourner à la création en photographie, ou alors est-ce que cette position de commissaire d'exposition, de plonger comme ça dans un univers d'images et de proposer aux regardeurs une lecture, est-ce que ça vous intéresse de plus en plus? Oui, alors est-ce que en tant que commissaire, je vais retourner agent de la circulation? C'est ça en fait la question. Non, en fait, les deux m'intéressent beaucoup. C'est vrai que je suis photographe depuis longtemps et au départ je suis photographe. Commissaire, c'est un terme assez pompeux. J'ai l'impression d'avoir effectivement une casquette sur la tête. Simplement, au fur et à mesure du temps et des projets que j'ai pu faire, l'image en tant que telle m'intéresse de plus en plus. C'est-à-dire que le statut que peut avoir une photographie, la façon dont elle se construit, ce qu'elle raconte sur notre époque, pas tant par ce qu'elle montre de notre époque, que dans la façon dont elle est construite. C'est-à-dire comment un photographe, à un moment donné, va montrer le monde. Et comment le photographe montre le monde m'intéresse autant que ce qu'il montre en réalité. Donc là, le statut de l'image, la façon dont elle se construit, la façon dont d'une époque à l'autre, les photographes vont montrer leur monde, leur époque, les habitants de la planète, m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je me questionne à des moments sur, voilà, est-ce que c'est pas plus intéressant de regarder les images qui sont produites, encore une fois, chaque jour, il y en a des milliers, que moi-même de faire un travail photographique. Donc on va dire que j'oscille un petit peu entre les deux, sans vouloir trancher non plus. Très bien, regarder les images et pouvoir en parler. Absolument. Merci Olivier Kuhlmann pour ce premier volet de questions d'images proposé par la Villa Perrochon. On se retrouve dans l'exposition. Avec plaisir. Merci Brigitte Patient.